Hello, c'est Malou Monroe, bienvenue dans Pédagogie, le podcast de passage du désir. Partage de connaissances, témoignages et discussions, nos invités explorent la sexualité sous tous ses angles. Salut à tous et à toutes, c'est Malou, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode Pédagogie. De gros sujets aujourd'hui qui me tiennent à cœur, qu'on va décortiquer ensemble. Ils font beaucoup parler d'eux en ce moment, le patriarcat, la masculinité toxique et l'injonction à la virilité. En quoi peuvent-ils être toxiques ? Quelles sont leurs limites ? Et qu'est-ce que ça signifie le terme déconstruction ? Parce qu'on en entend tout le temps parler, qu'est-ce que ça veut dire ? Comment on fait pour se déconstruire ? Et pourquoi ? Aymeric Macouillard, l'auteur du podcast Anecdate, entre autres, conférencier, militant, bref, un homme de lettres, mais aussi de terrain, vous allez le voir. Aymeric, il est en face de moi. Est-ce que tu peux nous faire entendre ta belle voix ? Ça va ? Elle est belle, la voix. Ça va ou quoi ? Ça va, on est là. Bienvenue, Aymeric. Merci de l'accueil. Hâte de discuter avec toi. Anecdate, donc podcast. Donc, tu joues à domicile, là, tu as complètement l'habitude. Tu me feras un petit retour à la fin. Yes. Dis-nous, c'est quoi Anecdate, du coup ? C'est un podcast dans lequel on déconstruit les enjeux sociétaux via le prisme de la rencontre. Donc, si je dois faire un peu moins de branlette intellectuelle, je dirais que c'est... En fait, on part du postulat un postulat qui n'est pas le mien, qui est celui de plein de sociologues, que même le privé est politique, et que de ce fait, il y a des choses à déconstruire. Et en fait, quand je vois comment nos relations et comment les gens en parlent et que ça a l'air tellement fucked up, tu vois, où on a tous des mots MAUX, je pense qu'il fallait un espace où on puisse en parler. Et du coup, c'est pour ça qu'on a créé Anecdate. Et avant que tu te lances du coup dans cette aventure, tu peux nous dire un petit peu dans quoi tu as grandi, c'est quoi ton univers, tu viens d'où ? Alors, en plus, c'est marrant parce que au début d'Anecdate, je rends toujours hommage à un podcast qui s'appelle Kiffe ta race de Rokhaya Diallo et Grace Lee, dans lequel je me resitue toujours socialement et sociétalement. Et je dis toujours que je suis un homme cis blanc hétérosexuel qui vient d'une classe populaire, parce que tout ce que je viens de citer a joué pour moi, tu vois, dans la rencontre. Et donc, c'est de là que je viens d'une classe populaire. Je sais pas si ça a compté sur certaines visions et compréhensions de certaines choses, mais j'ai vite été dans un environnement où j'étais le seul babtou, tu vois, de mes proches. Okay. Et ça t'aide aussi à comprendre d'autres choses qui peuvent avoir lieu ensuite dans la rencontre. Et voilà, j'ai fait des études de com. Très vite après, j'étais vite travaillé en indépendant. C'est quoi qui t'a saoulé dans les études de com ? Ça m'a pas saoulé. Franchement, en plus, j'ai un gros respect pour la faculté. Ouais. Et moi, j'avais une formation qui était vraiment pluridisciplinaire. Et c'est là où j'ai pu faire de la sociologie, justement, de la psychologie aussi. On a eu plein de choses. C'est juste qu'ensuite, quand j'ai fait le master, parce que j'ai fait un double cursus, j'ai fait un master et à la fois en école de publicité et à la fac. Et là, ensuite, quand je me suis retrouvé dans le game des agences pendant 8 mois, j'ai vite vu que pour des raisons certains engagements que j'avais, c'était pas possible. Il y a aussi un petit truc de rapport à l'autorité où j'ai du mal, j'avoue. Ouais, mais ça c'est très propre à une génération aussi, hein. On commence un petit peu à tous ouais. supporter de moins en moins les injonctions un petit peu qui sortent de nulle part. C'est possible en fait, et surtout je pense que c'était de la quête de sens. En gros, moi, les rapports de subordination, si vraiment quelqu'un peut m'apporter quelque chose et c'est mieux que faire que moi, il n'y a aucun souci, j'ai grandi là-dedans et tout. Mais en vrai, quelqu'un qui s'interroge même pas sur le sens de ce qu'il fait et qui me dit juste fais-le comme ça parce qu'il est plus vieux et qui oublie qu'on est des êtres humains avant d'être des contrats, des CDD, des CDI. Non merci, haras comme on dit chez moi. Donc non, j'ai pris mon envol et après tout s'est vite rejoint. Mon parcours de militant sur certaines choses a fait que c'est devenu mon métier dans d'autres. Ok. Du coup, est-ce que tu fais un peu de militantisme au niveau de la masculinité toxique ? Alors. Et qu'est-ce que ça veut dire en fait ? Alors, je pense, déjà, je préviens les auditeurs, peut-être qu'ils vont le voir, tu vois. Et les auditrices. Et les auditrices, évidemment. Excusez-moi. Mais parfois, je suis très tatillon sur les mots. C'est pas pour reprendre les gens et tout. C'est mon côté, tu vois, auteur. Et je crois grave aussi à la sémantique, que les mots ont un sens. Donc, moi, vu le respect que je mets sur le mot militant, aujourd'hui, pour plein de choses, j'ai du mal à me considérer comme militant. Parce que pour moi, militant, c'est quand tu t'inscris dans des dynamiques de groupe au quotidien. Il y a des gens qui le font constamment. Tout mon respect pour eux. J'essaye de les rejoindre dans les moments importants, sur le terrain, pour le coup, en manif, etc. Mais le fait est que je travaille seul, tu vois, de mon côté. Donc moi, j'aurais pas la prétention de dire que je suis militant. Il y en a qui disent que mon travail est quand même militant. Je le laisse aux gens, tu vois. Mais ce que j'essaye de faire, en tout cas,
c'est de sensibiliser vis-à-vis de choses c'est même pas qui me paraissent, qui sont primordiales pour moi, parce que je vois bien que si tu te contentes de juste évoluer en tant qu'homme cis blanc hétérosexuel qui vient d'une classe populaire comme je suis dans la société. Tu peux préciser ce que ça veut dire ? Un homme cis, c'est quelqu'un qui se revendique et se définit par rapport à son identité de genre que la société lui donne à la naissance et par rapport à laquelle il est perçu. Donc moi, je suis perçu comme un homme tel que la société l'entend, tu vois. Donc vis-à-vis de mon sexe que j'ai eu à la naissance. Et du coup, si tu évolues comme ça dans la vie sans t'interroger sur toutes ces choses-là, pour moi, tu peux que coûter aux gens. Que ce soit dans tes relations sexuelles, dans tes relations intimes, etc. Parce que de fait, en tant qu'homme, comme tu as des privilèges, en tant qu'homme blanc, tu en as d'autres. Donc si tu te déconstruis pas dessus, tu vas coûter. Et ça, pour moi, c'était hors de question. Et c'est pour ça que j'ai commencé tout ce travail et que j'essaye de sensibiliser dessus. Et quand tu parles de déconstruction, ça veut dire quoi ? Parce qu'on m'a souvent dit, la déconstruction, c'est pas forcément positif. C'est un peu un mot fourre-tout. Comment tu l'entends comment, toi, déconstruction, du coup ? Je suis d'accord en plus avec ça, parce que je le dis toujours que c'est un mot un peu que j'aime pas trop, moi. Mais force est de constater que dans une société, au bout d'un moment, tu as besoin de trucs auxquels tu te raccroches. Ouais. Je vais prendre un exemple, mais c'est comme tous les psychologues se battent pour qu'on arrête de dire pervers narcissique. Ouais, c'est devenu une sorte de terme à la mode, quoi. Et parce que, au-delà de ça, pour eux, scientifiquement, ça ne signifie rien. Mais le fait est que il y a un gap entre ton expertise, toi, en tant que psy, et la société. Il y a des gens pour qui ce réceptacle-là, ce mot pervers narcissique, ça leur permet de s'y raccrocher et d'identifier certains concepts, et ça ouvre une porte, et après, ils peuvent creuser d'autres choses. Donc, pourquoi je fais ce parallèle ? Parce qu'avec le mot déconstruction, c'est pareil. Oui, il y a un côté très pervers dans ce mot, parce que déconstruction, ça signifierait qu'au fond, à un moment, c'est fini. T'as fini de déconstruire, alors que c'est faux. Et surtout sur les questions de masculinité, d'hétérosexualité et de patriarcat, c'est jamais fini. T'as pas un badge un jour d'homme déconstruit et tu continues ta vie comme ça. Pas du tout, ça, faut sortir ça de la tête, faut toujours être vigilant. Au contraire, on y reviendra peut-être plus tard, mais moi, c'est ce que je me tue toujours à dire, c'est que le propre de la masculinité hégémonique, donc une masculinité hégémonique, c'est celle qui est le plus représentée dans la société. C'est une masculinité qui est très liée à la virilité, et c'est elle qui nourrit principalement le patriarcat. Toute cette masculinité-là, dès que tu baisses un peu, tu vois, les aguets, que ce soit moi, au stade où j'en suis, je mets entre guillemets parce que je fais des gestes, mais ils n'ont pas l'image, au stade où j'en suis, ou quelqu'un de moins avancé, dès que tu baisses ta garde, elle revient et elle te chope par le col. C'est dommage qu'on ne voit pas bouger parce qu'il a des super gestes en même temps. Vous avez entendu le gros poids qu'il a tapé là. Vraiment, c'est ça, ça vient taper, tu vois. C'est un truc qui revient. Tu peux être le mec le plus à gauche et féministe du monde. Si tu crois qu'à un moment donné, tu as un badge et la déconstruction elle est finie, c'est pas vrai. Tous les jours. Mais tu sais qu'il y a des mecs, du coup, je pense peut-être en as entendu parler dans tes podcasts, mais dans le concept du dating, ils ont du coup écouté des podcasts féministes où ils ont lu des bouquins féministes, un peu en diagonale, quoi, et ils ont réussi à choper les petits termes que nous, en tant que féministes, nous trigger un peu, et du coup, ils vont se mettre un faux masque de féministe pour réussir à nous choper et à nous ramollir un peu. Et donc, créer cette fausse médaille déjà. Bon, ça, c'est un exemple à côté, mais il peut y avoir aussi ce côté-là où ça peut servir aussi de camouflage, tu vois, genre... moi, à mon avis, pour moi, il y a une question pour les piéger et ça... C'est quoi ? Du coup, je vais donner le tips, mais peut-être tout le monde n'écoute pas ça, mais pour moi, il y a un truc, c'est que si tu te retrouves devant un homme, donc pseudo-déconstruit, qui se revendique ainsi, et que tu lui dis, oui, mais... Ok, mais tu continues à... Enfin, toi, tu jouis du patriarcat, moi, je le subis, ou alors tu continues à le faire subir, et que là, il s'offusque et qu'il prend personnellement, je dis pas qu'il fait nécessairement que c'est nécessairement un mec qui a essayé de tromper ou quoi, je dis qu'il a loupé une étape. Pourquoi ? Parce que il y a toute une espèce de mouvance et forcément d'homme à gauche qui voudrait te dire que il y a cette phrase un peu, et j'ai fait un tweet il y a pas longtemps dessus sur ça. Un Twitch ou un tweet ? Un tweet. Okay. Un tweet. Ça se dit pas faire un Twitch. C'est vrai, mais maintenant c'est et en plus c'est X maintenant. Oui, X sur Twitter, ouais. J'ai fait un X sur X. mais où je disais, je vois toute une mouvance qui disent que les hommes subissent le patriarcat. Ouais. Et moi,
Pour moi, non. En tout cas, c'est trop injuste de le mettre sur un plan, tu sais, très symétrique, en fait. En mode, on subit aussi le patriarcat. Ça peut pas être vrai parce que dès lors, là, tu vois le podcast qu'on fait, moi, il y a des auditeurs, auditrices qui vont entendre ça et qui vont dire « Ah, c'est trop cool, un homme déconstruit, etc. » Et du coup, ils vont me donner des bons points. Ça veut dire que même dans ce que je subis dans le patriarcat, quand je fais l'effort, moi, de me déconstruire vis-à-vis de ça, je regagne un bon point et du coup, je réassois ma position de dominant vis-à-vis d'une femme. Tandis qu'une femme qui, elle dénonce le patriarcat, elle continue de le subir. Fin. Tout à fait. Bah, c'est d'ailleurs dans cette petite faille qu'il y en a qui vont rentrer, qui vont en profiter, quoi. Et en fait, c'est l'idée de dire que... c'est l'idée de dire que vraiment, non, ça marche pas comme ça, donc la déconstruction n'est jamais finie. Et en plus de ça, c'est pas parce que t'as compris le patriarcat que c'est les hommes le subissent et les femmes aussi. Non, non, non. Les hommes le subissent, ils le font. Et même quand ils le comprennent et qu'ils le dénoncent, on en tire encore des avantages. Est-ce que tu peux trouver des exemples concrets dans lesquels vous... Parce que nous, en tant que femmes, on en parle beaucoup. Mais toi, du coup, en tant que mec blanc, hétéro, cisgenre, tu peux donner des exemples concrets où tu considères que tu as subi le patriarcat? Juste, c'est pas les mêmes injonctions. Moi, ce que je viens de dire, c'est que j'estime que, en fait, ce qu'on subit plus, entre guillemets, c'est la masculinité. Parce que tes injonctions que tu vas subir en tant que mec, elles vont plus être sur la masculinité. Donc, du coup, ce fameux truc de assumer ses émotions, tu vois, être un peu plus sensible, du coup, on a dit, ne pas forcément être grand et baraqué. Et en fait, t'as vu tout ce qu'on subit, nous, ce que soi-disant le patriarcat nous fait subir. C'est sur des trucs très personnels. Une pression à ne pas essayer de montrer du coup ses émotions, sa sensibilité. Carrément, et on peut rentrer dans le sujet. Et du coup, mon message, pour pas qu'il soit mal perçu, c'est moi, je dis pas aux mecs, on n'a pas le droit de se plaindre de ça. Okay. La preuve, on va en parler, tu vois. Et moi, j'en parle sur mes sujets. T'as le droit, il y a un sujet, etc. Et je dis juste que quand on en parle, il faut faire attention. Il y a une vidéo sur YouTube qui est sortie de. Je vous invite à aller consulter la chaîne de quelqu'un qui s'appelle Grégoire Simpson. Et il a fait une vidéo où il reprend un peu ça. Et en gros, à un moment, il cite un sociologue qui est très connu qui s'appelle Léo Thiervidal. Et Léo Thiervidal dit qu'il ne faut pas voir la société comme un truc qu'on subit, mais qu'il faut voir la société comme une ronde qui tourne, en fait. Et on rentre dans cette ronde. Ça veut dire qu'on fait la société en même temps qu'elle nous fait. Parce que tu sais, quand tu es dans une ronde qui tourne, grosso modo, tu cours et la ronde court, donc les deux marchent à la fois. Mais il y a cette notion d'action, c'est que tu rentres dans la ronde, tu fais quelque chose. Et moi, je trouve ça très important quand on parle de masculinité, où il ne faut pas se contenter de dire oui, je subis mes émotions, j'ai des injonctions à la masculinité, tu vois, ça m'empêche de pleurer peut-être en public, etc. Il ne faut pas se contenter de juste dire ça, parce que si tu ne comprends pas que tu subis tout ça dans une ronde auquel tu participes, tu comprends pas que toi, tu peux te détacher de ces choses-là. Parce que c'est là tout le sujet dont on va parler, en fait. Moi, je peux faire l'effort. Je peux réussir à pleurer en public, à me lâcher mes émotions, etc. Et c'est tout ça. Et ça, c'est totalement valide. Je le dis, je le répète aux garçons, c'est totalement valide. Ce que vous ressentez, ce qu'on ressent, la pression à la virilité, etc., ces choses-là, elles sont valides. C'est juste qu'il faut avoir un minimum de décence et de compréhension par rapport à nos compères les femmes qui subissent elles vraiment, il faut pas se mettre sur le même plan, tu vois, parce que c'est indécent vraiment. Ouais. Ok. Et comment ils font du coup, avec quelle technique, quelle méthode ils peuvent du coup concrétiser ça en fait, pas juste se mettre sur le même plan et dire bon bah voilà, moi aussi j'ai vécu ça, mais du coup après donc concrètement dans la vie de tous les jours, désamorcer tout ça, déconstruire tout ça. Alors, je pense déjà il y a alors forcément, je pense que il y a plein d'auteurs, tu vois, et d'autrices, surtout vers qui se diriger. Moi, il y a un livre que je recommande beaucoup, qui s'appelle La volonté de changer de Bell Hooks, dans lequel elle parle de qu'est-ce que c'est, tu vois, la masculinité, et comment on change de la masculinité. En plus, en venant, il y a une dame qui s'appelle... Voilà. Il y a une chercheuse qui s'appelle Nicole Claude Mathieu, qui disait que la féminité est imposée aux filles, tandis que la masculinité est apprise aux garçons. Et déjà, je pense que la première porte, c'est celle-ci. C'est se dire, ok, moi, on m'a imposé quelque chose. Ça veut dire que là, maintenant, je peux me poser et je peux m'interroger dans ma vie. Qu'est-ce que j'aime faire ? Qu'est-ce que je fais parce que j'aime le faire ?
Ou qu'est-ce que je le fais parce qu'on m'a dit que c'était comme ça. Je vais prendre un exemple tout con, mais il y a beaucoup de garçons, moi ça m'est arrivé, je l'ai constaté dans mon entourage aussi, où ça leur arrive même de coucher par pression sociale. Et là, tu vois, souvent, la réaction que tu as eue, peut miser, c'est... Là, on voit pas, mais ouais. J'ai une mine un peu dubitative. Parce que les gens sont surpris. Et que c'est un truc qu'on accorde généralement aux femmes à raison, parce qu'elles, on connaît toutes les questions de violence sexuelle, etc. Et du coup, quand moi je dis, je le mets, on en revient à ce que je disais avant, je le mets pas du tout sur le même plan. Et donc le but, déjà, c'est dire aux garçons ça, c'est que quand tu vas commencer à t'intéresser sur ce que tu as subi, le but, c'est pas d'aller faire la concurrence à ce que les femmes subissent, tu vois. Oui. Ça, on a bien compris, je pense que tout le monde a bien compris. Donc, il y a ça. Et donc, du coup, c'est de t'interroger, ah, mais c'est vrai, est-ce que parfois, t'es dans un date, ça se passe bien, et là, à la fin du date, il faut passer à l'étape supérieure. Tu vas passer à l'étape supérieure parce que t'as vraiment envie, ou tu vas passer à l'étape supérieure parce que tu commences déjà à passer à tes potes, te dire ouais, si je rentre et que je leur dis que j'ai pas fini le date, j'ai pas couché avec elle, nanana. Et c'est des questions que t'as plus jeune, ça évidemment, tu vois, début vingtaine, etc. Mais c'est ça surtout, c'est se rendre compte que souvent les garçons, on agit par rapport aux autres garçons. On agit d'abord, tu vois, par rapport à nos autres potes, plutôt que par rapport à ce qu'on a réellement envie de faire. Il y a tellement de trucs comme ça. Moi, l'année dernière, j'ai eu une discussion avec des gens avec qui j'ai grandi. Et à un moment donné, je suis parti acheter une bougie. Et ils ont eu la remarque de me dire ah ouais, tu vois, moi, pour moi, c'est un rôle, ça. Je dis, comment ça ? Un rôle ? Ouais. Je dis, comment ça ? Ils me disent, bah, pour moi, c'est un truc de... C'est pour te la jouer, genre, t'as une bougie chez toi, pour impressionner pour les meufs et tout, tu vois. Et en gros, je lui dis, mais tu te rends compte qu'en fait, on est construit tout le temps avec le fait de se dire, ce qu'on fait, c'est par rapport aux meufs. Ah ouais. Et du coup, t'en es arrivé à, ça se trouve, tu vas même pas oser allumer une bougie chez toi parce que tu te dis, alors soit c'est grave et grave, tu le genres en mode c'est un truc de meuf, soit tu vas pas le faire parce que tu te dis que c'est impossible que tu kiffes ça. Mais non, mais il y a tellement de choses que en fait, t'as même pas exploré, t'as même pas ouvert la fenêtre vers ces choses-là parce que tu les genrais avant. Et non, en fait, c'est comprendre que le genre, c'est une construction sociale, en fait. Donc à partir de ce moment-là et que tu comprends que c'est une construction sociale, tu peux rouvrir tout de tes pratiques sexuelles jusqu'à allumer une bougie, pour le coup. Et t'as eu comment ce déclic où t'es allé te sonder un petit peu l'intérieur, tu t'es rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses que tu faisais par mécanisme. T'as fait quoi ? T'as pris de l'ayahuasca ? Comment t'as fait pour avoir cette... Non, mais je pense que... C'était quand ? T'étais entouré de qui ? Quelqu'un t'a donné un tilt ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Et je pense que, tu vois, la réponse... Souvent, on cherche des réponses très compliquées. Je vais donner la réponse la plus simple du monde, qui en plus était là depuis que j'étais petit. C'est juste, j'ai écouté les femmes autour de moi. Parce qu'il y a une différence entre traîner avec des femmes ou juste les croiser, salam, tu dis bonjour et tout, et écouter des femmes. Ouais. Et en fait, quand t'écoutes des femmes et que t'écoutes leur vécu, faut pas avoir bac plus 18 pour comprendre que ça part souvent du même endroit. Et que le même endroit, c'est toi et tes gars qui l'entretenaient. Ouais. Mais il y en a, ils refusent de l'entendre. Hein. Il y a une sorte de déni parfois quand on va se confier. Il y en a, ils vont dire non, mais t'abuses pas un peu, tu l'as pas interprété comme ça quand on parle de harcèlement sexuel dans la rue. Ouais. Et que ça part que sur des regards, par exemple. Pas forcément des mecs qui t'ont tiré le bras ou qui t'ont suivi, mais juste des regards très insistants et de la tête aux pieds alors que toi tu vas chercher une baguette. T'as des mecs qui vont dire mais tu l'as pas un peu cherché ou t'es pas un peu en train de surinterpréter ? Peut-être, comment tu pourrais expliquer cette réaction ? Est-ce que c'est parce qu'ils ont pas envie d'avouer qu'il y a quand même une sacrée violence de la part des hommes dans la rue ? Est-ce qu'ils ont pas envie de se sentir aussi... parce que moi j'essaye de les faire comprendre, de leur dire est-ce que tu peux essayer d'imaginer à ma place ce que ça fait ? Et il y en a, ils me répondent je sais pas, quelqu'un te regarde, il te regarde, enfin c'est bon. Je pense qu'il y a deux choses. Il y a l'expliquer, j'ai un début de piste. Alors j'ai pas de la science infuse, mais j'ai un début de piste. Mais de ce que toi tu essayes de comprendre. Et par contre, il y a comment répondre à ça. Je vais faire ça, je vais d'abord commencer par comment répondre. C'est que tu vois, quand donc t'es dans cette situation, t'essaies d'expliquer à un garçon, le garçon il comprend pas, c'est là où le rôle de ce que sociologiquement on appelle l'allié, il est important. C'est là, et c'est pour ça que je pousse le fait qu'entre hommes on doit parler de ces problématiques. Parce qu'en effet, en fait, c'est la même. Si tout le secret il réside dans le fait au bout d'un moment, il faut oser casser avec les complicités de masculinité qui existent, tu vois. Complètement. Si toi tu viens et tu dis bah non frérot, moi, déjà tu vas pas me la faire parce qu'on a vécu au même endroit.
j'ai grandi dans les mêmes choses, mais moi je ne me reconnais pas dans le modèle d'homme que tu prônes, et en plus de ça, du coup quand tu remets sa parole en cause, moi je la crois à elle, malgré que je sois un homme comme toi, ça va peut-être commencer à lui réveiller des trucs. Donc déjà ça c'est le rôle hyper important, c'est que faire, c'est aux garçons qui se retrouvent, et je sais qu'il y en a plein, dans des contextes de travail, de groupes d'amis, et quand t'entends des trucs qui te font tilter, il y en a assez, en fait il n'y a plus le temps. Il faut bien prendre conscience que c'est une position hyper privilégiée de se dire ah vas-y flemme, je dis rien. Parce que toi pendant que flemme tu dis rien, c'est... Ça le conforte dans son truc ouais, aussi. Et c'est une femme derrière qui récupère ça sur le dos en Exactement. fait. Et nous bien entendu qu'on va pas le subir. Donc déjà c'est une question juste de... Alors peut-être des gens vont mettre juste l'empathie etc. dessus, mais pour moi c'est un devoir. C'est marrant, c'est dans ma newsletter du jour sur Anecdate, je parle de ça, tu vois. Je dis pour moi c'est un devoir, et comment tu comprends... Parce que, alors peut-être il y a des gens du coup qui vont me rétorquer la question, mais comment tu fais comprendre que c'est un devoir ? Eh ben moi je dis juste, et je vais venir aux raisons d'avant, en expliquant la société, en expliquant aux gars un schéma très simple, que t'es un être social, t'existes grâce aux autres, parce que tu parles aux autres, et que du coup tu peux pas juste prendre de la société ce que t'as, ce qu'elle t'apporte de bénéfique, mais ne pas faire les efforts sur ce que tu dois à la société, tu vois, et des gens qui vivent avec toi. Parce qu'au quotidien, tu t'aimes bien quand, tu vois, il y a des femmes qui sont là pour t'écouter, quand il y a des femmes qui sont là pour ci, pour ça. Tu peux pas, en fait, ou alors, moi, mon conseil, c'est d'amener ces gens-là dans ce dialogue, tu vois, partir dans ce dialogue pour qu'à la fin du dialogue, ils constatent que la seule chose qu'ils ont assumée, c'est « Oui, mais je suis un connard individualiste et je m'en bats les couilles. » Tu vois ? Là, ça va faire le tri au moins. Si la personne, à la fin du dialogue, tu l'amènes, tu fais que la pousser dans ses retranchements et tu lui dis, mais pour toi, tu me dois rien, tu ne dois pas cet effort de déconstruction. Et bien peut-être qu'à la fin, elle va être poussée dans ses retranchements, elle va dire, ben non, moi je m'en fous. Et ben tu vois, tous les gens qui s'en foutent, faut les mettre à part en fait, faut les ostraciser. Non mais ouais, mais, non, mais tu sais qu'il y a aussi un syndrome parfois de petite fille gentille et polie, on n'ose pas dire exactement ce qu'on ressent. Mais c'est pour ça mettre à la place l'autre, ou même c'est hyper dur parfois. Il y a une voix dans notre tête en mode bon, de toute façon il a pas compris. Déjà je protège mon énergie parce que flemme de devoir tout expliquer, alors que c'est hyper logique ce que je raconte. Enfin même s'il y a de l'émotion évidemment, mais et du coup il y a un côté comment je peux, enfin j'ai parfois peur de remettre à la place la personne parce que ça va la mettre mal à l'aise, parce que ça peut créer de la colère, parce que le mec il peut me balancer une connerie, enfin tu vois, en plus c'est un sujet touchy. Mais c'est pour ça que quand je dis il faut les mettre à part, je parle pas, c'est pas qu'un rôle, c'est pas aux femmes que je m'adresse quand je dis ça. Moi et déjà dans tous mes travaux je le dis, je m'adresse aux personnes, je connaîtrai jamais ton vécu à toi. Je le ressentirai jamais. Je peux le comprendre, je peux poser mes yeux dessus, mais je le ressentirai jamais. Donc moi, quand je parle et que je donne des conseils, je parle à mes semblables. Donc aux personnes blanches vis-à-vis de toutes les problématiques de racisme, aux personnes venant d'une classe populaire vis-à-vis de tout ça, et aux personnes donc qui se revendiquent être des hommes cis. Et c'est ça en fait, c'est que et je parle même pas de ostraciser en mode fermer la porte aux gens qui ont une remarque, dès qu'ils ont une remarque un peu maladroite ou quoi, parce que ça, tout le monde en fait des erreurs, de fait, vu que personne n'est vraiment déconstruit. Je reviens sur ce point de briser la complicité avec les mêmes types de masculinité. Si au bout d'un moment, tu ne valides plus ce propos dans ton groupe d'amis, tu dis non, mais toi t'as tort, et que d'abord t'es 1, ensuite il y en a 2, ensuite il y en a 3, ensuite il y en a 4, le 5e frérot, en fait, il va avoir deux choix. Soit il va se dire j'ai plus d'amis, soit il va se dire, ben non, mais je les aime quand même de base, donc je vais me mettre au niveau, je vais commencer à réfléchir. Et c'est comme ça, en fait, que tu vas faire progresser les choses. Et en plus, si je continue cet exemple, s'il se dit, bon, ben je veux plus être ami avec eux, et qu'il retourne dans la société, mais que dans la société, on fait tout cet effort-là, en fait, il va trouver personne. Donc, comme il va vouloir quand même sociabiliser, ben il va se mettre au niveau. Et c'est comme ça qu'on va avancer. Et juste pour répondre à la question que tu me disais d'avant, comment la faire comprendre, parce qu'il y en a qui se braquent, ben c'est leur faire comprendre que ça, c'est de la... Tu sais, en général, quand tu te braques, c'est quand tu te sens menacé. Et bien entendu que tu te sens menacé par ce genre de discours. Parce que ça fait des années que ce genre de discours, il te permet de manger sur les carcans des femmes et toi, tu as des privilèges. Et qu'en fait, quand on te le pointe du doigt... Et moi, je préviens tous les garçons qui s'intéressent à ça. Et je le redis là, et c'est très important. Ça va faire mal. Vous allez vous mettre devant une glace, ça va faire mal. Pourquoi ? Parce que vous allez vous... Tu sais, plus tu t'ouvres à ces sujets,
plus tu prends conscience que tu as fait subir des violences. C'est un fait. Même juste en étant du coup dans le non-dit, en fait, dans le silence, quand tu vois des choses et que tu fais pas ça. C'est exactement ça. Tu dis rien, en fait, exactement que tu réagis ça. Dès que tu t'ouvres à ces sujets et que tu te regardes dans la classe et tu décides de faire l'effort, le progrès, si tu fais l'effort, le progrès, ça veut dire t'admets des choses que t'as manqué avant. Les choses que t'as manqué avant, ça peut être soit du silence, comme tu l'as dit, une chape de plomb que t'as posée, donc du coup c'est une complicité. Ça peut être... comme tu t'es jamais vraiment interrogé sur ce que c'est que les agressions sexuelles, tu vois, les comportements déplacés, ça peut être te rendre compte aussi que t'en as fait subir, parce que de fait, c'est dans l'éducation patriarcale qu'on nous donne, tu vois, on nous éduque pas au consentement, on nous éduque pas à la culture du viol. Donc en fait, tu vas te rendre compte de choses qui sont douloureuses. Mais c'est là où il faut se rappeler le truc que je disais en début d'épisode. Déjà, le petit côté où c'est dur, va pas t'adresser à une femme sur ça. Pour moi, appelle tes potes et parle-en avec tes potes. Tu vas pas remettre une charge émotionnelle, t'es en train de te déconstruire, je remets entre guillemets. Tu vas pas aller pleurer auprès d'une femme qui subit ce sur quoi tu travailles en mode ouais, c'est dur ou quoi. On arrête la chouinerie. À part si c'est une psy. À part si c'est une psy, évidemment. Ce serait bien d'ailleurs. Évidemment, ça manque un oui, petit fort. peu ça. Allez-y. Mais ce que je veux dire par là, c'est tu le gardes pour toi, tu le gardes pour tes potes. Ouais, pas tu le gardes pour toi, du coup, parlez-en entre potes, qu'on en parle entre mecs. Et envoyez un message sur un date, je serais ravi d'en parler avec vous. Mais ouais, tu fais cet effort-là, en fait, de protéger encore les autres. Mais oui, ça va être douloureux, mais il faut passer par cette étape. Quel conseil tu pourrais donner par rapport à quelqu'un qui est entouré de potes qui sont pas au même stade de déconstruction et il pourra avoir peur de perdre ses potes, justement en parlant de tout ça. Toi, comment tu l'as traversé quand on a parlé autour de toi ? Alors ça, c'est peut-être très personnel, mais c'est passé par un truc empathique de me dire... ok, moi j'ai cette peur-là, mais par rapport à ce que j'ai peur de perdre, est-ce que je fais subir, est-ce que les gens perdent vraiment, si t'es un minimum empathique et que t'es un minimum bienveillant, tu vas vite faire le tri, tu vois. Et tu vas potentiellement attirer des personnes qui te correspondent mieux aussi. Voilà, quoi. Déjà. Et ensuite, parce que je pense que dans la vie, tu vois, et le cerveau humain est fait comme ça, on imagine toujours le pire, toujours le pire, toujours le pire. Mais qu'en fait, parfois, il y a des trucs qui se passent très bien. Et il y a même des trucs, des conversations que tu as peur d'avoir, où tu te dis, et moi, ça m'est déjà arrivé, où tu te dis, ah, mais non, ça va jamais passer ce genre de conversation. Et en fait, on n'est pas con, hein. Même si on n'en parle pas, même si parfois on n'en a pas conscience, on vit à peu près tous la même chose en termes de masculinité, tu vois. Parce que malheureusement, comme j'ai dit, elle est hégémonique. Donc, du coup, quand tu vas parler d'un truc, souvent, ça va faire écho à d'autres. Après, c'est juste question de. La personne chez qui ça fait écho, soit c'est un gros connard qui veut vraiment rien savoir. Moi, je parle pas avec eux pour le coup, tu vois. Mais je pars du principe que la plupart des gens, c'est des gens qui. Et la plupart des mecs, c'est ce message-là que je veux transmettre, c'est des gens qui s'interrogent pas. Et ils s'interrogent pas pourquoi, parce que je reviens à ce que je disais en début de podcast. Parce soit ils s'interrogent pas parce qu'ils en ont rien à foutre, tu vois, et qui prennent juste leurs privilèges. Soit ils sont dans un truc de on s'interroge, mais bon, c'est plus grand que moi. C'est ça, ouais. Non. J'ai aucun pouvoir là-dessus, je peux rien y faire. C'est toi qui fais la société. Ok. Ça part de toi en fait. Ouais, tu peux déjà, toi, dans ton quotidien, faire des petits pas et commencer à déconstruire petit à petit, et donc commencer à en parler autour de toi, avoir des réactions donc plus limitantes, négatives militantes, je dirais même, parce que ça peut être aussi du militantisme, hein, de dire juste à ton pote, arrête de parler de cette meuf de cette manière-là, arrête de les enchaîner, de leur faire croire n'importe quoi. De ouf. Enfin, arrête quand il y a une pote qui nous dit qu'elle en a ras le cul de se faire mater dans la rue, de rigoler en disant bah meuf, t'étais habillée comment ? C'est des petits trucs comme ça en fait, voilà, qui peuvent du coup mettre un petit peu peuvent faire avancer les choses, quoi. Et ça, quel impact positif toi ça a eu sur justement ton rapport avec les femmes, par exemple dans le monde vraiment le secteur dating, le secteur, c'est pas un secteur d'activité, mais dans ta vie perso, dans le dating, est-ce que tu as attiré des types de femmes différentes, d'autres énergies du coup ? Ah ben ça c'est une anecdote qui m'est vraiment arrivée. C'est un jour quand on était plus jeune, je parlais à un pote à moi et je lui racontais une histoire, une fille super que j'ai rencontrée, et il m'a dit putain mais moi je rencontre jamais ce genre de meuf. Et j'avais envie de dire frérot, c'est quoi ce genre de meuf ? Tu pourrais décrire ? Mais je pense ouais, en vrai oui, il y a un truc, c'est que lui il se disait en plus je pense que sa phrase est fausse. Je pense que c'est
le regard que tu jettes sur une meuf, forcément, elle va se comporter. Tu vois, on se comporte tous. Moi, si tu me regardes mal, je vais te répondre mal. Tout à fait. Donc, si tu me regardes comme si j'étais un objet, tu vois, je vais te répondre, je vais vite te fermer les portes, et etc. Donc, lui, je pense qu'il y avait dans sa tête ce truc, je croise pas autant des meufs autant libérées. Ok. Tu vois, il y avait ça un peu, quand je lui racontais mes trucs. Et en fait, j'allais dire, mais non, mais c'est pas une question de je rencontre des femmes qui sont plus libérées. C'est que peut-être je me comporte d'une manière qui est plus propice à la liberté et à ce qu'elles se sentent plus safe. Il est là l'enjeu, tu vois. Yes. Il est là le cœur du truc. Exactement. C'est comment tu te comportes et comment une femme elle peut se sentir safe. Tu vois si... Bref, j'allais m'embarquer dans un exemple, mais en tout cas, ça se résume là. C'est, je pense, et pour répondre à ta question, pardon, voilà, je reprends le fil. Pour répondre à ta question, qu'est-ce que ça m'a apporté ? Bah, quand tu te codifies dans une masculinité qui est très virile, et tout ce qui s'ensuit, du coup, on a compris. En vrai, t'es dans un enclos. Tu choisis de te dire, un mec, c'est ça. Et souvent, la vision qui va avec, c'est un mec, c'est ça, donc une femme, c'est ça. Donc, en gros, soit tu deals avec des personnes qui sont d'accord avec les enclos, et vous vous croisez, et c'est souvent la même chose. Soit tu fais sauter l'enclos, et tu te rends compte que la vie, c'est une vaste plaine, et que tu peux l'aborder comme tu veux. Et que moi, ce que je réponds toujours, c'est qu'une rencontre... Je t'imagine comme un cheval pur sang dans, tu vois dans le champ. C'est ça, là, avec ma crinière. Et soit tu l'abordes comme ça, et je dis souvent que les relations, c'est une notice qu'on construit à deux. Et qu'en fait, quand tu es dans des enclos, tu vas avoir tendance à construire des notices avec des règles qu'on t'a données dans l'enclos. Ouais. Donc, les règles que la société t'a données. Le couple, c'est exclusif, c'est un homme, c'est une femme. Il faut pas qu'un homme fasse ça, il faut pas qu'une femme fasse ça. Quand tu fais sauter l'enclos, tu te retrouves, je te dis, dans la vie, avec plein de choses que tu as observées, ton parcours, tu as tes petits bagages sentimentaux, et du coup, tu vas juste dire à la personne, ok, moi, c'est ça que je veux, etc. Et je pense que ce qui a le plus dérouté certains gars avec qui j'ai grandi, des amis proches à moi, c'est ce côté de se dire, ouais, vraiment, tu sais, cette notion-là, ah ouais, mais putain, il m'arrive pas ce genre d'histoire ou quoi. Mais c'est parce que moi, mon histoire, je l'ai écrite. Et j'ai permis un espace où on pouvait écrire ce qu'on voulait. Et parfois l'histoire que j'ai écrite, elle ressemblait grave aux enclos dans lesquels on était de base. Mais c'est ok d'ailleurs, tu vois, quand je parle sur les enclos en mode relation classique, exclusif, je veux une femme, je veux un enfant, c'est ok d'avoir cette relation-là. Mais c'est toujours mieux de l'avoir en conscience, d'être sûr que c'est ce que je veux, tu vois. Et que c'est pas propulsé parce que on m'a dit qu'il fallait que je sois comme Exactement. ça. Donc c'est juste ça en fait. Je te parlais d'enclos et ça marche aussi pour la sexualité au sens que moi je me suis vite aperçu qu'en tant qu'homme, je m'étais construit dans une sexualité où je donnais beaucoup à l'autre, mais je m'étais pas finalement penché sur ce que moi j'aimais, sur ce que je pouvais aimer, etc. Et quand tu rajoutes à ça aussi, je m'étais totalement coupé du côté douceur qu'il pouvait y avoir dans ma sexualité. Ce qui se retrouve souvent chez les hommes, puisque tu sais, comme on est construit dans ce truc très viril, ou alors on a cette petite phrase de se dire non, mais je suis doux avec ma meuf, tu vois. Que avec ma meuf. Ouais, que avec ma meuf. Et ça sous-entend que, donc, du coup, en fait, nos relations sexuelles, si on n'est pas en couple, on est un peu gaze, parce qu'on les codifie tellement, et on est tellement dans un rôle, dans un truc de performance qui est déjà très lié à l'hétérosexualité. Ça veut dire quoi, gaze? Ça veut dire larguer? Ouais, gaze, ça veut dire nul, ça veut dire merguez, quoi. Ok. Ça veut dire nul. Et mais ouais, il y avait ce truc-là, tu vois, dans mon rapport à la sexualité. J'avais pas pris le temps. Et moi, c'était encore plus profond, où j'avais du mal à m'en détacher, en fait, à voir l'angle mort qui était mon plaisir à moi, parce que comme je m'étais quand même construit dans un truc où j'étais très à l'écoute, que ça arrivait à un moment de mon parcours où je commençais à lire de la sociologie, je commençais au fait de certains tu vois, concepts sociologiques et tout, et donc je m'ouvrais dans ma vie. Pour moi, c'était trop cool en fait d'être à l'écoute des femmes, tu vois, et ça me donnait des relations sexuelles où parfois j'avais des remarques gratifiante en mode ah ben c'est trop cool, tu vois, je me sens écouté, je sens que tu prends soin, tu vois, des détails de mon corps, de ce que j'aime et tout. Trop bien. Tu prends le temps en fait aussi, quoi. C'est ça, tu vois, tu prends le temps. Et mais du coup, comme t'es dans cette réponse là, tu te dis ah trop bien, trop bien, trop bien. Et un jour, moi, il y a une phrase qui a scindé, c'était que j'étais avec une ex à moi qui a beaucoup compté pour moi et qui m'a dit ouais Aymeric, c'est trop bien. En gros, tu me connais par cœur, il y a pas de souci, tu m'écoutes parfaitement, mais tu me laisses aucun accès à toi.
Et c'est là où ça a tilté dans ma tête, en fait. Je me suis dit, mais c'est toi, ça. Tu pensais que c'est bon, check, t'avais déconstruit, c'était terminé, t'avais ta pastille. Je me suis dit que c'est aussi ça, la masculinité. Ouais. C'est pas que tu fais pas ça juste pour être correct envers les femmes. Bien entendu, c'est bien et c'est un des rouages principaux qu'il faut défaire dans le patriarcat. Mais la masculinité, elle te touche aussi. Donc tu fais aussi ça pour toi. Et quand elle m'a dit cette phrase, je me suis dit, ah ouais, ça veut dire qu'il y a tout un pan de ma sexualité que je n'ai pas découvert et que je n'ai pas exploré. Et à partir de là, je m'y suis penché, plus aussi avec une thérapie, et j'ai arboré ma sexualité différemment, et c'est là où j'ai appris à me découvrir finalement. Trop bien. Donc, en gros, prendre le temps de s'écouter et prendre le temps d'écouter la personne en face. Ouais, de ouf. En fait, dans les deux côtés, souvent, on voit du coup un peu de speed, un petit peu de je vais me speeder, je vais être dans l'action, sans vraiment du coup prendre le temps et écouter ce que comment la personne elle réagit, si elle kiffe ou pas. Il y a aussi des zones qui sont totalement délimitées, en mode la bouche, les seins, les parties génitales. Voilà. Et du coup, comment prendre le temps pour explorer sur du 360 et après accepter aussi à un moment de kiffer et d'explorer ce qu'on kiffe nous aussi. De ouf. Et de le dire à la meuf. De ouf, parce que c'est ça en fait, tu vois, t'as dit... Il y a ce parcours qu'on a très clair dans notre tête. Et souvent, nous, en tant que mecs, le parcours, c'est quoi ? C'est bouche et sexe, tu vois ? Grave. Direct. Oh, il y a une petite partie sur les seins quand même. Vous avez quand même... Ouais, mais en vrai de vrai, peut-être ton expérience, tu dis ça, mais moi, il y a tellement de mecs qui oseraient pas dire ça, tu vois, ou qui oseraient pas l'avouer ou quoi. Parce que pour eux, l'essentiel de leur sexualité se trouve au niveau du bassin, au niveau de leur sexe, en fait, tu vois. Ah, tu veux dire par exemple dans ce que vos autres érogènes dans ce qu'on reçoit. J'ai cru que, pardon, excuse-moi, moi j'étais dans le mec en face, il va être sur 3 zones, il va être focus sur 3 zones bien distinctes sur la meuf. Oui, mais okay. Sur la meuf, oui, c'est vrai, mais non, sur le torse, sur les tétons, tout ça, parfois les hommes ils vont pas assez. Mais c'est prendre conscience que tout notre être est pour le coup sexualisable, tu vois, érogène. Et que du coup ça t'ouvre à tout, tu vois, ça t'ouvre à d'autres pratiques, ça t'ouvre à une autre ouverture d'esprit, et ça t'ouvre aussi à cette délicatesse et cette douceur qui va moins codifier tes rapports sexuels. Et tu sens que ça a eu un impact aussi dans ta vie, dans ton quotidien de tous les jours, dans ta vie de tous les jours, cette douceur? Comment tu le vois dans ta vie de tous les jours? Je trouve que oui, moi je trouve que ça suit de fou, parce que il suffit pas de te dire j'accepte de pleurer devant un film et ok, ma masculinité est ok, tu vois, il y a le corps et l'esprit ne sont pas scindés, c'est des choses qui sont liées. Donc forcément, quand tu fais des efforts sur ta sexualité et sur ton corps dans ta sexualité, ça impacte comment tu es plus ouvert d'esprit dans la vie et comment tu t'écoutes plus dans la vie aussi, tu vois. Pour moi c'est évident, et parfois ça passe, tout dépend le chemin par lequel tu passes, tu vois. Moi, je pense que je suis d'abord passé par des interrogations. Il m'a fallu un déclic intellectuel. Du coup, ça a poussé l'effort. Je me suis dit, au lit, je vais plus me laisser être doux. Et après, ça m'a fait le feedback en mode, du coup, comme je suis plus doux au lit, j'arrive à être plus doux dans ma vie. Trop bien. Et est-ce que tu aurais un message ou une phrase à donner à nos auditeurs ou à nos auditrices, une petite phrase un peu marquante sur laquelle on pourrait terminer? Parce que ce sujet est ultra vaste. De ouf. Et vous pourrez d'ailleurs... rebondir sur l'Instagram de Passage du Désir, ou même avec Émeric directement sur son Insta, Anecdate. Qui pourra d'ailleurs, tu pourras nous montrer un petit peu ce que tu as écrit aussi, nous donner des titres et tout. Quelle phrase tu pourrais donner comme ça? Moi, le message que j'ai envie de laisser, c'est que être un homme, c'est aussi se laisser pénétrer. Alors je sais quelle réaction ça provoque souvent, et que c'est pas pour rien que c'est polysémique, le mot que j'emploie. C'est parce que ça a plusieurs sens. C'est que le premier, c'est oui, déjà être un homme, c'est aussi se laisser pénétrer sexuellement, physiquement, tu vois, et ça n'a rien à voir avec le fait d'être hétéro ou pas. On a enregistré d'ailleurs un épisode cette année d'Anecdate avec Martin Pi et Zoé Rodondo. Ils ont fait une BD qui s'appelle L'homme pénétré, et ils expliquent que ça n'a rien à voir avec l'homosexualité, le fait de se laisser pénétrer. Donc je vous invite à la lire. Mais oui, être un homme, c'est se laisser pénétrer. Et bien entendu, il y a tout ce débat autour du physique et tout qui est très important. Mais pour moi, il est tout aussi important de se laisser pénétrer émotionnellement. Parce qu'on est toujours là, en tant qu'homme, on se retrouve dans des pièces où on doit occuper l'espace. En tout cas, c'est ce qu'on nous dit. Tu dois arriver, tu dois te faire remarquer, tu dois occuper l'espace et tout. En fait, tu dois... C'est ouf parce que nous, on nous dit de nous taire un peu et d'être plus discrète. L'auteur que je t'ai cité tout à l'heure...
Leo Tierden, il dit que en fait, l'expérience de la masculinité, c'est une expérience où on t'invite lors de l'adolescence. L'expérience de la socialisation, pardon, pour la masculinité, c'est une expérience où on t'invite à déployer ton plus haut potentiel, tandis qu'une femme, on t'invite à te codifier, tu vois, où il faut être comme ça. Ouais. Et donc, c'est la grande différence. Et c'est ça, tu vois, ça va avec ce que je dis, c'est t'occupes l'espace. C'est comme s'il y avait un truc en tant qu'homme qui devait jaillir de toi. Bon, on nous dit jamais qu'en tant qu'homme, il y a un truc aussi, il y a des trucs qui arrivent et qu'il faut laisser les émotions nous traverser. Tout à fait. Que ce soit des traumas, t'as pas tout à stocker, que ce soit t'as pas tout à stocker, tu peux en parler avec tes gars, du coup c'est très important qu'on se dise entre nous. Tu peux te laisser traverser, tu peux te laisser pénétrer par ça, par des nouvelles envies, par des voilà, c'est dire aux gens que la sexualité c'est aussi un spectre, donc peut-être que parfois tu vas avoir des envies à un moment donné qui te traversent comme ça, peut-être tu vas avoir envie tu vas désirer un homme, un autre homme, etc. Est-ce que tu as besoin de tout de suite te redire oui, est-ce que je suis homosexuel ou pas? Non, c'est genre laisse-toi traverser par les choses, laisse-toi pénétrer par les choses et tu verras que t'en sortiras bien mieux, je pense. Tu pourrais nous pénétrer un peu les oreilles avec une petite poésie parce que Emric écrit des poèmes. Ouais, mais... Est-ce que t'en as une sous le coude pour terminer ce podcast en beauté? En effet, j'ai un poème qui s'appelle Fort, qu'il y avait dans mon 2e livre, et du coup je peux vous lire ça si vous voulez. Avec plaisir, on t'écoute. Fort, faut toujours être fort, rien laisser transparaître. C'est tout juste si on sait dire désolé lorsqu'on a tort. Et on le glisse à tout va ce mot. On veut de l'alcool fort pour s'évader, on veut que les corps se tapent fort jusqu'à jouir et être exténués. On parle plus fort jusqu'à que l'autre se taise et finisse par oublier. On se bâtit des forts dans lesquels on se perd plutôt que de se retrouver. Fort, on ne sait vivre que de cette manière. Même nos sentiments se sont infectés par ce mal incurable. Ouais, on rajoute toujours fort comme si juste dire je t'aime était trop fracassant, ou que ce ressenti n'était jamais vraiment viable. Pourtant, on vit aussi la pudeur comme un frein cassant. On se sent en morceaux car incapable de se livrer en entier. Et malgré ça, on ose se dire qu'on est fort. Alors on s'accroche à ces forts comme aux lumières de ces phares. Celles qui nous éclairent même lorsqu'on se comporte comme des crapauds même pas dignes d'un nénuphar. Avec nos princesses, on voudrait faire preuve de faiblesse, mais on ne sait pas. Donc on est faste lorsqu'on ouvre nos cœurs. Et on s'accroche aux leurs comme un récif. Incapable de gérer nos démons, on ne sait que montrer nos canines quand ça devient trop sérieux. Et dans le dos, on finit par y planter nos canifs. Tout ça parce qu'on prend le concept d'être fort comme calife. Mais moi j'ai vu la vie, je sais ce que c'est. Je connais les dommages de cette masculinité toxique. Donc quitte à s'écrouler, je crois qu'il faut savoir laisser tomber ce fort comme à l'automne. Je crois savoir que pleurer c'est chasser l'hiver de nos cœurs et le mal par tonnes. Je crois qu'il faut laisser germer sa sensibilité comme au printemps, quitte à être hâtif. Au final, je crois que c'est seulement tout ça qui fait de nous des vrais comme l'été salif. Merci. Merci à toi. On applaudit tous et toutes en même temps. Franchement, c'est tellement touchant, j'avais les larmes aux yeux. C'est gentil. Non, c'est vraiment beau et enfin, je vais pas commenter, je vais laisser tout le monde se laisser imprégner par ce texte. Mais moi personnellement, ça me touche beaucoup que les choses commencent à bouger. Et voilà, y a une phrase que tu m'avais dit et que tu as répétée au début du podcast, c'est les gars, c'est jamais terminé, baissez pas la garde. Soyez en vigilance constante parce que qu'en fait, voilà, tout peut revenir. Il peut y avoir des propos déplacés ou des façons de réagir qui sont encore déplacées parce que la déconstruction, ça prend du temps. Et même nous, en tant que femmes aussi, on apprend à se déconstruire. Il y a aussi beaucoup de choses sur lesquelles on doit apprendre à se déconstruire. Et voilà, et si on peut faire ça main dans la main, cool. Fort, mais fort. Et vraiment, lâchez pas, quoi. Et ce sera vraiment bénéfique pour tout le monde. Tout simplement. Il y a tellement de sujets sur lesquels je voulais encore creuser avec toi, notamment au niveau de la sexualité, mais on n'a pas le temps. J'espère pouvoir un jour t'interviewer sur d'autres sujets encore. En tout cas, merci beaucoup d'avoir pris tout ce temps pour partager tout ça avec nous toutes, nous tous. Ben, merci à toi. Et ouais, vraiment, peut-être pour conclure sur ce que tu as dit, la dernière phrase, c'est faites les choses non pas pour essayer d'être parfait, mais pour essayer de faire mieux. Je pense que c'est... Ça, c'est valable pour tous les domaines de la vie en plus. Ouais. Et ça décomplexe et ça permet d'aborder tout ça de manière un peu plus décomplexée pour le coup. Bah, merci beaucoup. Merci à toi. Merci à tous, à toutes d'avoir écouté cet épisode. C'est Pédagogie, conçu par Passage du Désir, l'enseigne dédiée au développement durable du couple, et c'est animé par moi-même, Malou Monroe. Vous pouvez nous retrouver en boutique, sur internet, aussi sur Insta, et on est à l'écoute de vos suggestions pour les futurs épisodes. Et bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner. À très vite pour d'autres épisodes du podcast Pédagogie qui sera publié 2 fois par mois. Merci beaucoup, Emric. Ciao.